Donc, bienvenue à cette conférence sur les sketchnotes dans la tech, donc toute la tech en 2 coups de crayon. Moi, je m'appelle Marc Duguet, je suis chef de projet dans une agence web qui s'appelle Concerto, et je suis aussi facilitateur graphique chez Concerto et en freelance. Je vais laisser la parole à Herman. Hello. Alors moi c'est Herman, je suis coach agile donc chez IC et je suis aussi facilitateur graphique. Donc je vais laisser la parole à Anne-Laure. Bonjour à tous, donc moi c'est Anne-Laure, donc moi je suis freelance en communication et je gravite autour de l'IT, de par les clients, de par les assos, notamment le Breastcamp, depuis quelques années. Et sinon la facilitation graphique, très fort le son. Et au niveau de la facilitation graphique, donc je l'ai découvert via des salons et via Herman depuis plusieurs années. Et je suis notamment rentrée dedans de par la calligraphie, le lettrage, etc. Voilà. On a oublié de vous dire qu'on fait tous les 3 partie du bureau des formations de Noël. Formation de Noël, des personnes partagent leur passion dans le cadre d'une formation à des participants qui, en compensation, font le don d'un jouet au secours populaire pour les enfants qui en ont besoin en fin d'année. On va bientôt lancer notre appel à orateurs, donc voilà pourquoi j'en parle rapidement. Je dis bientôt, mais quand on aura trouvé le temps. Donc pourquoi utiliser les sketchnotes, pourquoi utiliser la pensée visuelle au sens large? Alors, on est de plus en plus nombreux à être des penseurs visuels, à avoir besoin de visualiser nos idées, et puis surtout pour les partager, c'est quand même très pratique d'avoir un visuel. Et le dernier effet qui se coule, ça va être le côté ancrage mémoriel. Tout ce qu'on visualise, on peut y associer une émotion, mais pas seulement une émotion, aussi une connaissance, un savoir. Donc c'est toujours bien de visualiser pour ça, pour ancrer dans la mémoire, pour mieux comprendre les choses, prendre du recul aussi, prendre de la hauteur, et puis partager cette connaissance ou cette idée. Je ne sais pas si tu vois d'autres aspects, Herman. Juste rajouter le fait que c'est une manière, donc ça aide à la communication, et c'est vraiment une manière de venir rendre peut-être parfois plus simple des notions ou des aspects assez complexes à expliquer comme ça. Et on se rend compte qu'en réussissant à les mettre visuellement, on a une personne en face, des gens en face qui comprennent plus vite. Et comme tu disais, le côté jouer avec les émotions qui permettent d'ancrer les choses, ça leur permet aussi derrière de se rappeler plus longtemps et plus rapidement ce qui a été échangé. Voilà. Quelque chose à ajouter? On a tout dit. On a quelques exemples. Ah, quelques exemples, on avait dit. Vas-y, Herman, tu as un exemple sous la main? Non. Anne-Laure? Par exemple, Ultra préparé. il y avait une super conf hier sur les femmes dans le numérique. Du coup, ça peut donner un petit truc comme ça. Donc, des petits conteneurs en fait, dans lesquels on met des idées, on structure un petit peu les idées et on peut reprendre comme ça le fil de la conf. Donc, voilà, des petites choses comme ça. Je vais pas prendre celle-là. Moi, ce matin, il y a 2 semaines, j'ai assisté au camping des speakers. J'ai assisté à plein de conférences. Et vous voyez, j'ai pris des notes visuelles de l'ensemble de mes conférences. Et ça me permet d'avoir non seulement un beau souvenir, mais aussi un peu de partage sur les réseaux sociaux. Mais enfin voilà, ça me laisse. En revoyant la conférence, je me souviens de quoi elle a parlé, du fait que j'ai été parler avec le speaker après, qu'on a bu une bière, etc. Ça va au-delà de simplement ce qu'on a noté. Ça permet aussi de se souvenir de l'ambiance dans laquelle on était. On peut travailler sur papier, mais aussi en digital. Voilà un exemple fait par Anne-Laure. Je te laisse peut-être le commenter, en dire un mot. Du coup, donc là, il y avait eu un groupe de travail, notamment par rapport au RSE d'une entreprise, et chaque équipe avait fait un pitch par rapport aux idées qu'ils voulaient proposer. Et donc là, moi, j'avais fait une petite conclusion de toutes leurs idées en fait, qu'ils avaient pu donner lors de leur petit pitch de quelques minutes. Hier, chez Concerto, on a fait un webinar sur la neurodiversité. Et du coup, c'était l'occasion d'aller prendre des notes sur qu'est-ce qui va spécifier différents profils neuroatypiques, etc. Pourquoi ça peut être perçu comme un handicap juste parce que notre normalité n'est pas prévue pour les gens un peu différents, etc., etc.
Toujours pas d'exemple sous la main? Pas d'exemple, mais en conclusion, il y a le côté communication, il y a le côté synthèse des idées, il y a le côté on attache des émotions à un dessin. Et puis il y a un autre aspect dont j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est le fait aussi de nous rendre focus sur une réunion. On peut se donner un autre objectif sur une conf, une réunion, c'est d'aller essayer de la sketchnoter. Et ça nous permet d'être plus concentrés dessus et d'en retirer encore plus que si on ne le fait pas. Donc c'est intéressant. Alors, l'un des premiers aspects du sketchnote, ça va être, contrairement à ce qu'on peut peut-être se dire comme ça au prime abord, c'est d'aller écrire des mots. Donc la première chose qu'on va faire et qu'on va vous inviter à faire, c'est d'écrire des lettres. Et donc le premier aspect visuel, ça va être de jouer avec les lettres. Donc il y a différentes manières de le faire. Ce qu'on va essayer de faire le plus possible pour être le mieux lu et compris, c'est d'utiliser des majuscules. Donc on va s'amuser avec des majuscules. Je vais faire un M comme ça. Je vais le faire plus bas. Je vais faire un M classique comme on peut l'apprendre à l'école. T'as le retour là. Et puis, en fait, en facilitation graphique, pour marquer un peu les esprits, je vais jouer avec les proportions. Voilà. Je vais faire pareil avec le A. Et je vais jouer comme ça, en fait, avec les proportions des lettres. Donc ça, concrètement, en fait, ça permet au cerveau d'identifier les différences et donc de prêter attention à certains mots. Si on a certains mots plus importants que d'autres, eh bien, en fait, on va les écrire soit plus gros, soit en modifiant un peu l'écriture classique qu'on a des mots. Soit plus petit, soit plus gras. Voilà, c'est l'une des premières notions en fait qu'on va apprendre en facilitation graphique, c'est de jouer avec les mots. Et pourquoi? C'est parce que pour se lancer, moi ce que je vais vous encourager à faire, c'est dans les conférences d'abord écrire les mots. Il y a des notions qui arrivent, vous écrivez d'abord les mots, et après on verra ce qu'on peut rajouter autour. En fait, ce qui se passe, c'est comme ça prend du temps de dessiner et ça prend du temps d'écrire bien, on peut être amené à être en train de représenter une idée pendant qu'il y en a une autre qui survient. Et du coup, si cette nouvelle idée elle est plus importante que celle qu'on est en train de noter, on va s'arrêter de noter ce qu'on est en train de noter pour noter l'idée la plus importante. Parce que si on l'oublie, on la retrouvera jamais. Du coup, le fait de s'interrompre, si on a laissé un début de dessin, un carré et un trait en part, on ne sait pas si c'était une maison, si c'était... on ne va pas retrouver facilement l'idée. Alors que si on a laissé un début de mot, un début de phrase, là on va retrouver facilement l'idée. Mais en fait, on m'entend. Hein. Vous chipotez. Voilà. Voilà. On vous laisse 2 petites minutes pour essayer, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à essayer. N'hésitez pas, c'est le but. Le but d'aller écrire en majuscule et en minuscule script, c'est d'aller vous écarter de vos écritures quotidiennes, qui souvent, je ne sais pas si vous êtes comme moi, avant de me mettre à la facilitation graphique, quand j'écrivais, c'était illisible. Elle devient trop automatique, en fait, notre écriture automatique. Et du coup, le fait de prendre le temps d'écrire, de bien écrire, ça permet d'aller retrouver quelque chose de lisible et de partageable aussi. C'est ça. Une fois qu'on s'est dit ça, on peut peut-être parler de personnages. On en voit souvent sur les facilitations graphiques qu'on peut voir. Tiens, je te laisse les marqueurs. Non, regarde, je fais ça. Donc les personnages, c'est vraiment ce qui va donner de la vie à la sketchnote, c'est ce qui va donner aussi envie d'aller savoir ce qui se passe. Il y a une dimension storytelling dès qu'on va mettre un personnage qui va nous donner envie au lecteur d'entrer dedans.
Donc il y a des sketch notes où il n'y a pas besoin de personnages, mais souvent si vous pouvez mettre des personnages, je vous encourage à en mettre. Et en plus c'est hyper pratique pour aller illustrer des notions abstraites comme je sais pas, un sentiment, un ressenti ou autre, ce qui sont pas forcément évidents à illustrer avec des pictogrammes. Le fait de faire un personnage, ça va permettre d'aller chercher cette notion abstraite. Il y a un personnage que vous connaissez tous, mais le problème c'est qu'il n'est pas très très vivant, quoi. On a un peu l'impression qu'il est mort. Il est en croix, voilà. Un personnage qui est à peine plus compliqué à faire, c'est celui que j'appelle le bonhomme rectangle. Au lieu de faire un trait pour son corps, on va faire un rectangle. Et tout de suite, il a un peu plus de vie déjà, quoi. Et ensuite, on va aller s'intéresser à deux petites notions d'anatomie assez simples. C'est les bras. Ils partent pas au milieu des côtes, ils partent aux épaules, donc en haut du rectangle. Donc je fais pas partir mon bras d'ici. On peut le faire, mais ça aurait vraiment un côté très enfantin. Donc je fais partir mes bras bien des épaules. Et puis j'ai tendance à plier les bras, sauf s'ils sont vraiment tendus. Je vais les plier pour montrer qu'il y a du mouvement, de la vie, quoi. Et puis les jambes, il y a aussi un secret d'anatomie, c'est que nos jambes, elles partent pas du pubis, elles partent vraiment des cols du fémur, sur les côtés du corps. Et donc pareil, je vais pas venir les attacher ici. À nouveau, on peut le faire, mais ça aurait un côté très enfantin. Je vais venir les attacher bien au col du fémur, et de la même façon, je vais les articuler pour que mon personnage ait l'air vivant. Je peux faire des petits pieds avec juste des petits traits, des petites mains, si j'ai envie avec des petits ronds. Si j'ai envie de le faire pointer du doigt, je peux lui mettre un doigt en plus. Voilà, peut-être qu'il tient un marteau, je sais pas. Mais ce personnage-là est très facile à venir représenter dans toutes sortes de positions. Je pars souvent de la tête parce que c'est plus facile de poser le corps en dessous. Et puis, je vais venir, par exemple, si je veux le faire très courbé, je vais venir poser la ligne des épaules. Et puis ma ligne d'action, si je veux qu'il soit penché, ma ligne d'action, elle est ici. Et donc mon dos va suivre l'action. Et ensuite, je vais venir représenter le corps et le bassin. Et puis, je vais pouvoir lui faire des jambes fléchies. Par exemple, parce qu'il est en train de porter quelque chose de très lourd. Voilà. Donc l'autre bras est caché derrière. Et là, j'ai fait un bras tendu parce qu'on voit bien qu'il y a tout le poids dessus. Et un petit dernier détail, ça peut valoir le coup de le poser sur le sol pour qu'on sache où il est. Parce que si je fais un personnage ici, avec les bras en l'air, je fais un peu une grande jambe, c'est pas grave. Hop. Peut-être que si le sol est là, c'est quand même qu'il est dans une situation qui promet pas un avenir brillant. L'avantage de ce personnage aussi, c'est que vous voyez qu'il a un visage vide, mais il y a de la place dans la tête. On ne cherche pas à faire une tête anatomiquement correcte. Moi, j'aime bien faire des têtes assez larges parce que j'aime bien orienter le regard du personnage. Et pour faire ça, en fait, il faut imaginer donc, que la tête est une sphère. D'accord ? Et il y a encore deux petits secrets d'anatomie, c'est qu'il y a la ligne du nez qui passe de haut en bas à travers le visage au milieu. Et puis, au milieu aussi, il y a la ligne des yeux. Et la majorité d'entre nous, on a un œil de chaque côté du nez, et puis une bouche qui fait la largeur des yeux. Et du coup, en fait, si je projette sur une sphère ces deux lignes, je fais mes yeux de chaque côté, ma bouche de la largeur des yeux, et du coup, je peux orienter facilement mon visage. Par exemple, ici, je peux imaginer la ligne... je suis hors caméra. Hop. Je peux imaginer ma ligne ici. Il est en train de monter quelque chose en l'air, et il est surpris. Et comme ça, j'oriente mon visage et l'action, quoi. On peut le faire aussi sur lui, mais comme il est un peu mort, on ne va pas le faire. Et lui, par contre, il voit le sol arriver avec beaucoup d'inquiétude. D'accord ? Donc juste quelques traits, et on peut donner de l'émotion à ces personnages, et orienter le regard. Le fait d'orienter le regard des personnages, ça peut permettre aussi de montrer ce qui est important dans la sketchnote. Comme on est sur toute la tech en 2 coups de crayon, faut que je me dépêche un peu, je crois. Le principe aussi, c'est d'aller représenter des objets, par exemple un ordinateur. Pour faire un ordinateur, je vais faire un rectangle, dans lequel je vais mettre un autre rectangle, un losange en dessous. Je vais faire quelques traits horizontaux sur
sur mon ordinateur pour lui faire un clavier, un trackpad. Et puis, je peux représenter par exemple une IA, un chatbot, juste en mettant un petit visage dans mon ordinateur. Ça marche aussi avec les téléphones. Et on peut même leur mettre des bras si on a envie. Et voilà, on peut donner de la vie aux objets, on peut donner de la vie à ces projets. Par exemple, si on a une machine qui est souvent en panne, on peut peut-être la représenter toute malade avec un thermomètre ou toute flagada, etc., etc. Tout ça, ça va aller rajouter de l'émotion et donc créer de l'ancrage mémoriel et aussi de l'impact à une présentation ou à un partage d'idées. Si ce que vous représentez comme idée ne nécessite pas de personnage, vous pouvez aussi vous rabattre sur les pictogrammes que Anne-Laure va vous présenter. Alors, du coup, il y a plusieurs possibilités. Après, chaque pictogramme, c'est un petit peu propre à chacun. L'essentiel, c'est de partir de dessins simples. Par exemple, la base, on va dire que c'est l'ampoule. Il y a 100 façons et plus de faire une ampoule. Comme quand on a une idée, par exemple. Très simplement, comme ça. Voilà. Puis après, si vous avez, si ça brille, on ne voit pas. Hop là, ça on voit. Hop, si l'idée elle est là. Dans la tech, qu'est-ce qu'on pourrait représenter? Par exemple, le cloud, donc, tout simplement un nuage. S'il y a des échanges, on peut faire des petites flèches comme ça. Bon, dans le cloud, il y a aussi des échanges de fichiers. Hop, fichiers comme ça. Si on en ajoute un, on ajoute un fichier. Ce qui peut être la data, par exemple. Donc là, toujours des formes très simples. Petites choses comme ça. Si on vous envoie un mail, c'est pas très compliqué. Vraiment l'essentiel, partir de choses simples. Après, on peut toujours ajouter une ombre, ajouter une couleur pour les faire ressortir de votre texte, si besoin. En petite banque de données, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un routeur, par exemple. Hop. Hop. Il envoie des petites idées. Comme ça. Le Wi-Fi. Et est-ce que vous avez des idées? Un jalon. Jalon. Ouais. Le projet informatique, ça sert. Ouais. Bravo. Ah oui, excuse-moi. Des choses comme ça. Les ordinateurs, les tablettes. Ah oui, mais ça, tu pourras le montrer avec l'anthropomorphisme. Ouais, mais je vais montrer un petit peu. Après, par exemple, une application. Ouais. Donc. Quelque chose comme ça. Je sèche là. Une page web, petite maison. Page web. Ah oui, ok. Après, toujours des. Après, n'hésitez pas à en refaire plein sur votre feuille. Moi, c'est là pour essayer tout ça. Il y a Après. un problème de géolocalisation. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Celui-là, moi, je m'en sers dans mes plans de projet. Je mets un petit picto pour dire on est là. Quoi. Il est où? Il est là. Ouais. Donc, sur les pictos, il faut vraiment pas hésiter à se créer sa librairie en allant voir si jamais vous avez des besoins de pictogrammes que vous ne trouvez pas. Il y a le Wi-Fi. Ah bah tu l'as déjà fait. Oui. Si vous avez des besoins de pictogrammes que vous ne trouvez pas dans une réunion, vous faites un carré, vous écrivez la notion dedans et ça fonctionne. Ce sera suffisamment visuel pour l'ancrage mémoriel. Puis après la réunion, vous allez voir sur The Noon Project. Je ne sais pas si vous connaissez ce site.
ou Flaticone ou autres. Et là, vous allez trouver des collections d'icônes fantastiques dans lesquelles aller piocher de l'inspiration. Dans la pratique, on a besoin de 15-20 pictogrammes pour sketchnoter à peu près tout ce qu'on voit dans notre métier. C'est très rare qu'on ait besoin de quelque chose qu'on n'a pas sous la main. Moi, il y a aussi la clé, vous savez, la clé à boîte à outils, dont je me sers pour représenter une phase de maintenance sur un équipement. Bon, là, comme ça, à chaud, il m'en vient pas. D'habitude, j'en ai plein. Pour représenter les risques sur les projets, j'ai tendance à dessiner des petites bombes. Je m'étais un petit peu arrêté au moment des attentats de Paris parce que je trouvais que c'était un peu politiquement incorrect. Mais ça permet de représenter qu'il y a un risque sur les projets. Et puis surtout, j'aime bien parce qu'on peut faire une mèche plus ou moins longue suivant si le risque est proche ou pas. Et puis on peut l'allumer ou pas, mettre les petites étincelles ou pas, pour si jamais le risque a vraiment des fortes probabilités d'arriver et que je mets une mèche courte avec des petites étincelles, je sais qu'il faut que je prévienne le client, quoi. Il y a la cible, effectivement, qui est en train de faire Anne-Laure pour dire les objectifs du projet, etc. Toujours très pratique. Voilà, mais on se crée sa librairie de pictogrammes assez facilement tout au long de son usage des sketchnotes. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a vu le texte, qu'on s'est amusé un peu avec les lettres, qu'on a fait des personnages et qu'on a intégré des pictos, maintenant l'idée ça va être de connecter tout ça. Et pour connecter, on va utiliser des connecteurs. Ouais. Et donc en fait on parle juste de flèches. Donc très simplement, entre deux idées, vous allez utiliser la flèche classique. Vous allez pouvoir utiliser une flèche en pointillé. Et puis il y a la flèche épaisse que je vais vous détailler en 3 étapes. Ici. Et celle-là, en fait, l'étape 2 qui est assez importante, on va mettre un point comme ça, pour que, esthétiquement, on ait une flèche qui soit proportionnée. L'idée de mettre un point, c'est après d'aller rejoindre. Hop là. D'aller rejoindre le point. Comme ça. Pour éviter les flèches qui partent. On peut faire comme ça, là. Et on a perdu. Esthétiquement. Alors, ça peut être voulu, ça peut être sympa d'avoir une flèche un peu voilà. Mais si le but n'était pas de marquer les esprits sur ce connecteur, voilà, on va plutôt essayer de faire ces 3 étapes-là. Donc l'idée c'est d'apporter en fait un sens de lecture après sur nos prises de notes. Parce que c'est bien d'avoir le côté esthétique avec tout ce qu'on a vu avant. Et on peut voilà, utiliser les connecteurs pour venir rejoindre 2 idées. Si je reprends ce qu'on a vu tout à l'heure et que je fais ça, hop. En 2 coups de crayon, on a un message qui est passé, quoi. Normalement, vous comprenez que peut-être l'idée qui a été évoquée, il ne faut pas la garder. Voilà. Donc c'est à ça que peuvent servir les connecteurs. Je te laisse parler de boîte. Il y a un petit connecteur aussi qui peut servir dans le domaine de la tech. Je l'ai fait un peu sur le titre à gauche. C'est de dire, voilà, on a une base de données. Elle est reliée à un ordinateur et c'est pas du Wi-Fi, c'est une connexion physique. Du coup, on va venir représenter la connexion physique elle-même. Si on a le temps, on peut même s'amuser à représenter un gros sac de nœuds si c'est brassé n'importe comment. Mais voilà, ça peut permettre aussi de dire que 2 équipements communiquent ensemble et échangent des informations.
Il nous reste plein de temps, on a été trop vite. On va devoir vous refaire plein de pictos. Donc sur les conteneurs, eh ben, déjà à peu près... donc le principe, hein, c'est on a une idée ici. Première idée de la réunion, on l'a notée. On a par exemple un titre. Puis ensuite, il y a eu une autre idée, elle n'avait pas trop de rapport, alors j'ai été la mettre ailleurs sur la page. Il y a une troisième idée qui arrive ici. Pareil, je l'ai prise en note. Et on se dit, tiens, finalement, l'idée ici, elle est reliée à ça. L'idée 2, elle découle plutôt de la notion qu'on a vue ici, quoi. Donc on a connecté des informations pour dire, voilà, il y a un lien logique dans tout ce qu'on a noté, il y a une structure. Et puis on se dit, ben voilà, ces deux idées-là, elles vont ensemble. Alors, je ne vais pas prendre ces deux-là, je vais prendre ces deux-là. Ces deux idées-là, elles vont ensemble, elles sont reliées, par exemple, par le service, c'est le service marketing qui s'occupe de ça. Donc je vais les encapsuler. La solution la plus simple, c'est de venir y faire un rectangle. Et je fais un rectangle autour pour venir dire que ces deux idées-là, elles vont bien ensemble. Mais peut-être que j'ai aussi une idée ici, et puis une autre ici. Oula, c'est un peu raté mes ampoules. Mais voilà, avec du texte ou avec du texte. Et puis une quatrième idée ici. Avec, je sais pas, j'ai pris des notes et j'ai même fait un petit bonhomme. Parce que, comme d'habitude, si on fait un petit bonhomme, ça a plus de vie. Et du coup, ça a une forme que je ne vais pas pouvoir encapsuler dans un carré, parce que sinon je vais venir manger ça. Et du coup, il y a un conteneur qui est très pratique pour ça, c'est le nuage. Pour faire un nuage, je vais faire des grands arcs de cercle, deux petits arcs de cercle, grand arc de cercle, deux petits arcs de cercle, grand arc de cercle, deux petits arcs de cercle, deux petits arcs de cercle à nouveau. Alors pourquoi cette succession de grands arcs de cercle et de deux petits arcs de cercle? C'est parce que, par exemple, ici, là, comme il y a le titre, je vais devoir m'arrêter et reprendre ici mon nuage. Et les deux petits arcs de cercle, ils servent de motifs pour que notre cerveau est très fort pour identifier des motifs qui vont ensemble, des choses qui vont ensemble. Donc il va bien faire le lien entre ce trait-là et ce trait-là, qui pourtant sont complètement détachés. Donc le fait d'aller venir mettre cette succession de deux petits arcs de cercle, ça va aider notre cerveau à aller lire que c'est une seule forme en fait ce nuage. Après, on peut faire des variations, mais si vous devez avoir un nuage très distendu, enfin très tordu en forme et avec des grands trous dedans, je vous encourage à garder ces deux petits arcs de cercle, ils aident vraiment à lire ça comme un seul motif. Un conteneur qui peut être pratique aussi, c'est la personne qui me l'a montré, il l'appelle l'électrique. Donc le principe, c'est de mettre des successions de petits triangles en haut et en bas. Et quand les deux triangles se touchent, bah, ça fait comme une petite décharge électrique, c'est pour ça qu'elle l'appelle l'électrique. Et pareil, cette succession de triangles va faire en sorte qu'il y a un motif, ce qui fait que notre cerveau recolle ça, même si c'est à un bout de la page à l'autre, notre cerveau va réussir à le recoller parce que notre cerveau est très fort pour identifier les motifs. Les conteneurs, ils peuvent être porteurs de sens. Donc, par exemple, dans le cadre d'une base de données, si vous faites un cylindre, vous savez que c'est votre base de données, et puis dedans, vous pouvez mettre, elle contient les métiers, les infos clients, voilà, des données bancaires. Et puis, vous voyez que avant de faire le côté ici, j'ai fini d'écrire, parce que si jamais mon texte dépasse de la base de données, bah, je ne veux pas que mon trait vienne écraser mon texte. Voilà. Et du coup, peut-être que je vais mettre une étiquette sur cette base de données, parce que je me dis, bah, il faudrait peut-être qu'on se pose la question de RGPD. Donc, mettre une étiquette dessus serait peut-être pas con. Je vais venir attacher une petite étiquette. Donc, c'est porteur de sens. C'est un label que j'ai ajouté à ma base de données pour dire, tiens, là, il y a une question à se poser.
Ça aurait pu être sécurité ou autre. On peut d'ailleurs dire qu'avec un pictogramme, on peut aussi venir ajouter du sens à ce conteneur. Par exemple, on cherchait des idées de picto tout à l'heure, mais dire qu'elle est en accès sécurisé, ça peut être utile, etc., etc. On peut venir préciser le sens de notre schéma avec des petits pictogrammes proches du conteneur et autres. Il y a deux autres conteneurs qui sont porteurs de sens. C'est plutôt des choses qui nous viennent du monde de la BD. Alors, je vous parlais de personnages tout à l'heure. Il n'y a pas tout le temps besoin de dessiner tout le personnage, parce que, en plus, dans le monde de l'informatique, enfin, c'est assez vrai dans le monde de l'entreprise en général, mais dans le monde de l'informatique, généralement, on est derrière un bureau, on ne voit pas nos jambes, etc. Donc, vous ne prenez pas la tête à faire tout le personnage, vous faites juste un bout de rectangle, 2 ronds, vous mettez 2 yeux dedans, une bouche, on voit que c'est 2 personnages. Il y en a un qui parle de ses vacances à Ibiza. Du coup, le conteneur que je vais faire, vous vous en doutez, c'est la bulle de bande dessinée. Pour faire une bulle de bande dessinée, le point important, c'est... autant là, je vous conseillais de faire d'abord le texte avant de faire le conteneur autour. Autant là, c'est pareil, on va commencer par le texte. Mais avant de faire le conteneur autour, personnellement, je dessine tout le temps la petite queue de la bulle de BD avant, parce que sinon, il y a une chance sur 2 que je l'oublie. Et puis ensuite, je viens faire un rectangle autour. Donc lui, il parle de ses vacances à Ibiza. Et l'autre, je sais pas, il est en train de penser au contraire à une problématique SEO. Et du coup, là, je viens faire un nuage. Et vous voyez que comme là, le nuage va pas être coupé, j'ai pas besoin de faire mes 2 petits arcs de cercle. Un seul arc de cercle suffit. Enfin, un seul petit arc de cercle suffit pour ce cas-là. OK, pour ces 2 conteneurs-là. Un dernier conteneur qui est porteur de sens, souvent on l'utilise pour les titres. C'est la bannière. Donc la bannière, on fait un rectangle autour de notre titre. Et puis on va chercher à finir, vous savez, les deux fagnons de chaque côté. Pour faire le fagnon, je vais me mettre sur ce côté-là, je vais descendre un peu et je vais faire un trait horizontal. Et puis, je vais me mettre en dessous, là, un peu par là, et je vais descendre de la même hauteur ici et là. Il faut que mes 2 hauteurs soient un peu similaires. Là, je suis un peu court, je vais faire un peu plus grand. Et je vais venir l'agrandir. Je mets un point, comme pour la flèche tout à l'heure que vous a montré Herman, pour viser le centre. J'obtiens le côté de ma bannière. Ensuite, on voit que ici, on a le bas de la bannière. Ici, on a le bas du ruban. Donc, c'est un ruban. Le bas du ruban doit se connecter au bas de l'autre ruban. Parfois, je vois un trait ici, là. Il faudra un sacré origami derrière pour faire le trait ici. Dans la pratique, le trait, il est ici. Voilà. J'ai mon bas de ruban qui longe comme ça. Je vais le refaire de l'autre côté si vous voulez. Hop, hop. Un point pour viser. Et le bas de mon ruban qui rejoint mon ruban. Ça peut me permettre de montrer qu'un texte est un titre sans venir jouer sur les lettres ou sur quoi que ce soit. Je mets juste le texte, hop, c'est un titre. Un titre de partie ou autre. Voilà. Dans les conteneurs qui peuvent être pratiques en informatique, il y a le listing d'imprimantes. Désolé, du coup, je me... donc, on pourrait imaginer une liste. Et puis, on a des items. Je ne vais pas tous les écrire, mais imaginons une grande liste. Et puis, on pourrait imaginer un listing d'imprimantes qui sort d'une imprimante. Je vais faire la fente de l'imprimante là. Hop. Voilà. Bon, elle ressemble plus à une boîte à mouchoirs, mon imprimante, mais si je la branche sur le 220 volts, voilà, branché dans le mur, ça fait tout de suite plus sérieux. Et puis, on fait les petits côtés du listing. Je vais venir noircir un peu la sortie de mon papier. Et voilà. D'autres idées de containers ? Le post-it, très pratique.
Tu veux le faire? Alors moi, les post-it, je les fais rectangle, et puis je descends pas mon rectangle jusqu'en bas. Je vais venir comme ça, faire un coin qui se repositionne un peu, quoi. Voilà. Tiens, j'ai un autre post-it. J'ai fait comme ça. Voilà. Pas mal. Tu veux parler un peu de couleur? On peut aller sur les ombres. Ouais. Oui, sinon ce qui est intéressant, c'est de venir mettre de la couleur. Alors, la couleur, vous voyez, hein, l'idée c'est pas d'en mettre trop pour pas perdre le message qu'on veut faire passer. On peut se servir en fait de la couleur en essayant de se poser la question de où vient la source de lumière. Donc si je décide que sur ce dessin-là, ma source de lumière est plutôt ici. Ah oui. Donc je vais mettre la lumière là. Hop, hop, hop. Obligatoirement, je vais apporter une ombre de ce côté-là, du côté opposé. Et l'idée de venir ajouter les couleurs ou de l'ombre, c'est d'apporter en fait un peu de profondeur au dessin, au sketch note, et donc de marquer encore une fois de plus notre cerveau qui donc ça va générer des émotions, ça va générer encore un ancrage, et donc d'aller chercher au-delà du côté esthétique, de favoriser l'ancrage mémoriel. Alors je vous conseille de décider, alors là je l'ai fait sur la feuille, mais sinon de le décider mentalement d'où vous placez votre source de lumière. Parce qu'à partir du moment où vous mettez des couleurs et des ombres, notre cerveau, en fait, s'il y trouve des incohérences, eh ben, il va bloquer dessus. C'est un radar à incohérence, notre cerveau. Et donc, si vous partez là-dessus, voilà, essayez de prendre cette règle de je mets une source de lumière, alors je mets l'ombre du côté opposé. Voilà. Donc je peux en faire d'autres. Par exemple, je vais en rajouter ici. Alors, je vous invite à le faire aussi sur vos feuilles. Si vous n'avez pas de gris, si vous n'avez pas de gris, vous pouvez faire les ombres avec des hachures ou avec. Moi, ce que je faisais beaucoup, c'était tremper mon doigt dans mon café et venir mettre un petit peu de café sur les feuilles. Il faut juste se méfier si vous prenez du café sucré. Si vous trempez votre doigt jusqu'au fond de la tasse, vous allez avoir du sucre aussi sur le doigt et après vos sketch notes, elles collent les unes aux autres. C'est pas très pratique. Et puis je suis passé au thé, ça marche beaucoup moins bien que le thé, alors j'ai acheté des feutres gris. Voilà, mes enfants n'ont plus jamais vu de feutre gris dans leur pochette de feutre Carrefour. Et, pourtant, je leur achète beaucoup de pochettes de feutre Carrefour. Et après, donc, vous pouvez utiliser la couleur comme ça. Et donc là, en fait, vous allez avoir une ombre qui est à l'intérieur du dessin, finalement. Et c'est votre couleur qui va faire comprendre, en fait, à votre cerveau d'où vient la lumière. Et donc, il y a un côté esthétique aussi qui en ressort, qui est agréable. Il y a le côté esthétique et il y a en fait deux informations. Donc, ce qu'a fait Herman sur les post-it ou sur l'imprimante, c'est une ombre projetée. Elle donne une information de position. L'imprimante, elle est posée sur quelque chose. Le post-it, il est collé à un mur légèrement décollé. Et puis là, ce qu'a fait Herman sur les personnages, c'est une ombre portée. Ça donne une information de volume. C'est pas des personnages tout plats. Donc ça aide notre cerveau à comprendre un volume. Par exemple, on pourrait le faire sur la base de données où il y a marqué métier, info client, RIB, etc. Pour montrer que c'est un cylindre et pas juste une forme informe qui est posée. Au niveau de votre choix de couleur, il y a des entreprises qui sont un peu vieux jeu. Ça commence à être bien connu, les sketch notes, donc on a moins le problème. Il y a 8 ans, quand j'ai commencé, c'était pas trop connu. Et du coup, quand j'arrivais avec plein de feutres et plein de trucs en réunion, on me prenait un peu bizarrement, quoi, des fois.
J'ai eu des réflexions bizarres. Et du coup, ce que je conseille toujours, c'est d'utiliser les couleurs de votre entreprise, comme ça, ou de l'entreprise pour laquelle vous intervenez. Comme ça reste très professionnel. Vous êtes dans les couleurs de la charte graphique et il n'y a pas de notion du côté enfantin qui pourrait ressortir de certains dessins, quoi. Voilà. Du coup, on avait tellement peur de dépasser les 55 minutes qu'on a fait trop court. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui. Il y avait une main là-bas. Hop. Comment est-ce que vous gérez de l'espace sur la feuille? Parce que moi, j'ai fait des dessins, puis arrivé avant la fin, il n'y avait plus de place. Je te laisse répondre, Marc, vas-y. Trop sympa. Alors, ce que je vous conseille au début, c'est de prendre un carnet A5, comme tu as devant toi, et puis de ne pas hésiter à tourner des pages. Le fait de rester dans une seule page, c'est important quand on travaille sur un panneau comme ça, ou quand on veut partager sur les réseaux sociaux, par exemple. En dehors d'une volonté de partage, on peut prendre autant de pages qu'on veut, c'est une sketch note. Si tu prends mon carnet, il y a des conférences que j'ai fait sur 3, 4, 5 pages parce qu'il y avait beaucoup de matière. Après, quand je travaille effectivement en facilitation graphique ou quelque chose que je veux partager sur les réseaux sociaux, effectivement, j'essaie de rester sur une page. Ça vient beaucoup avec l'expérience. Et puis, en fait, on s'aperçoit assez vite. Si vous prenez des feuilles de papier imprimantes comme ça, vous apercevrez assez vite qu'une réunion d'1 heure ou une réunion de 2 heures, il y a à peu près le même volume d'idées qui sont échangées dans la réunion, quoi. Il n'y a pas beaucoup de différence, quoi. Donc ça tient sur une page A4 avec l'expérience. Le mieux, c'est tu peux prendre le sens de lecture, puis tu fais un chemin. Avec des connecteurs, tu fais un chemin pour montrer le sens de lecture. Ouais, c'est ça. C'est pratiquer. Donc plus t'en feras et plus tu trouveras. Prendre de la place. Souvent, on fait des trucs tout rikiki dans un coin quand on commence. Donc prendre la place et puis après, tu rattrapes avec tes connecteurs que tu vas mettre pour lier les idées entre elles et petit à petit, tu trouves des solutions comme ça. C'était un peu sur la gestion de la place aussi. Et est-ce que du coup, si c'est pour une réunion, comme on sait déjà normalement de quoi va parler la réunion, potentiellement les points abordés, est-ce que ça vous arrive de déjà découper la feuille en quelques idées clés et après juste de remplir? Oui. Non mais effectivement, si on a les grands points avant, ça nous donne une trame pour travailler. Après, selon les écarts qu'on fera ou non pendant la réunion, on rattrapera, mais oui, quand on a la trame au préalable, on peut imaginer un peu ce qu'on va faire. Après, c'est pareil, si on sait qu'on va avoir un sujet un peu de type chronologique, là, on sait qu'on va plutôt peut-être partir dans quelque chose qui va ressembler à une frise. On saura qu'on aura ce côté chronologique. Et donc, ça axe aussi notre manière de présenter les choses. Tu voulais peut-être ajouter? Non, c'est bien. Il y avait une question. Oui. C'est Anne-Laure qui répond à la prochaine. Oh, pareil, merci déjà, c'était très intéressant. Je me pose une question sur le support. Du coup, vous êtes sur un support physique. S'il y a besoin de partager les idées ou même parfois d'y revenir et de rechercher, quand on prend des notes textuelles, on peut éventuellement faire des recherches dans un mail ou dans des choses comme ça. Comment vous appréhendez ça, du coup? Je peux répondre si tu veux. Moi, avant de découvrir les sketchnotes, je prenais toutes mes notes dans Xmind, qui est un logiciel de mind mapping. Et effectivement, j'utilisais beaucoup les fonctions de recherche de Windows pour aller chercher dans le texte des fichiers pour retrouver mes idées. Ce que j'ai découvert avec les sketchnotes, c'est que je perdais beaucoup moins de temps à chercher mes idées. Elles sont dans ma tête, en fait. Donc, j'ai beaucoup moins de besoin de recherche. J'ai un bien meilleur ancrage des idées dans mon cerveau. Du coup, je gagne du temps. Et puis aussi, le fait d'utiliser un carnet comme j'utilise, je peux reparcourir rapidement le carnet parce que en fait, je sais toujours où est l'information. Je vois ce qu'il y a dans la sketchnote en fait. L'ancrage mémoriel et l'ancrage visuel. Moi, je suis très très visuel dans ma pensée.
avant de découvrir les sketchnotes. Pour parler, j'utilisais des tableaux avec des carrés et des flèches. J'appelais ça boîte flèche. Et puis ma théorie, c'est qu'on pouvait expliquer la vie, l'univers et le reste avec un tableau, et des boîtes et des flèches, mais qu'il faut un tableau suffisamment grand, quoi. Mais enfin voilà, moi je suis très visuel, donc j'ai pas besoin de beaucoup rechercher. Je cherche dans mon carnet. Je consomme un carnet et demi par an, donc généralement j'ai l'historique. Il y a des périodes où je transporte 2 carnets parce que j'ai besoin de l'historique d'avant, mais voilà, ça reste limité. Puis pour avoir vu des personnes reparcourir des scribing, donc des prises de notes comme ça qui sont faites sur une conférence partagée avec tout le monde, on en arrive même au niveau ancrage à ce que on ait un picto qui soit dessiné, qui fait référence à une blague qu'avait fait le speaker à ce moment-là. Et au moment où tous ceux qui ont participé à la conf voient ce picto, ils se rappellent de la blague, ils se rappellent de l'ambiance qu'il y avait dans la salle. Et en fait, c'est ça qu'on essaye de faire aussi en faisant ce genre de choses. C'est vraiment des ancrages aussi pour faire un accès rapide là dans le cerveau pour aller se rappeler ce qui s'est dit à ce moment-là. Mieux qu'Elasticsearch. Ouais, mais j'assume pas ce que tu as dit. Mais ouais, donc ouais, il y a une autre vision en fait, c'est un autre aspect de comment on utilise notre cerveau. Mais sinon, vous avez de plus en plus de reconnaissance de texte aussi qui va être lu. Enfin, maintenant, mon iPad et mon iPhone, ils savent lire mes sketchnotes. Je peux copier-coller du texte de mes sketchnotes vers Word si je veux. Mon Android aussi. Ouais. Je suis anti-Apple, je rappelle. Mais oui, carrément. Il y avait une question là depuis tout à l'heure. Ouais, alors j'en ai 2 malheureusement, je vais prendre un tout petit peu de temps. En termes de matos, est-ce que, alors j'imagine qu'un crayon à papier peut suffire pour démarrer et pour faire des choses, mais si on veut s'équiper bien pour faire des super ombres et avoir des couleurs sympas et des choses qui nous permettent de gérer l'épaisseur du trait, etc., est-ce que vous conseillez quand même, je sais pas, certains types de feutres Vas-y. Faut jamais lancer un sketchnoteur sur les crayons. Ah merde. Donc, j'ai une deuxième question derrière. Il ne restait que 4 minutes, mais prévoyez 50. Blague à part, c'est vrai, si vous prenez un groupe de sketchnoteurs, vous lancez un débat sur les stylos et vous êtes parti pour 2 heures. Moi, j'utilise des stylos techniques comme ça là pour faire mes prises de notes, parce que j'aime bien avoir des lignes fines et assez constantes. Là, 0,6, ça doit être dans les plus épais que j'ai. J'utilise beaucoup de 0,3 pour mes notes à moi. Et puis, donc, je prends n'importe quelle marque, je m'en fous. Là, c'est du Statler, je crois, mais voilà. Newland Fine One, si vous voulez être dans les Newland. Donc, ça, c'est une pointe feutre, c'est un peu plus épais. Pour faire des lignes épaisses, j'utilise aussi des pointes feutres. Et puis, toujours pour mes prises de notes et pour mes ombres et ma couleur, j'utilise des feutres Tombow qui ont l'avantage d'avoir un pinceau d'un côté, donc on peut faire du très fin, du très épais. Et puis, de l'autre côté, il y a une pointe, donc on peut venir écrire. C'est pratique, mais ils sont un peu longs à mon goût. S'ils faisaient 5 cm de moins, j'en aurais encore plus, quoi. Mais c'est Tombow, T-O-M-B-O-W. Il y a Koi qui fait des points de feutre de la même façon, qui sont très bien aussi. Le stylo bille, le bon stylo, c'est celui que vous avez dans la poche. Au début des sketchnotes, je me suis dit, il me faut un super stylo plume. J'ai acheté un stylo plume à 200 €. J'ose pas le sortir, j'ai peur de le péter. Il sert à rien. C'est comme pour aller courir. C'est ça. Non, mais je vais pas courir. Mais, on veut s'équiper avec les trucs. Non, moi, juste pour ajouter par rapport à ce que tu as dit, moi, je prends du Neuland parce que, en fait, il y a un détail, c'est qu'ils sont rechargeables. C'est ce qui m'a fait basculer sur tous ces stylos-là. Sinon, ça, c'est des feutres stabilo pour enfants. Enfin, on peut faire vraiment avec tout. Je pique beaucoup de feutres. J'ai commencé par piquer les feutres de mes enfants. comme tout le monde. Voilà. Et j'en profite pour caler ma petite question. Gestion de l'espace, j'ai une idée 1 qui est en haut à gauche. Et à un moment, j'ai noté l'idée 2 ou une autre idée en bas à droite. Et à un moment, je me rends compte qu'il va falloir les connecter. Et que j'ai du bordel au milieu. T'es dans la Je merde. fais quoi? Tu vas faire l'astuce d'Herman. Regarde. Hop, c'est mon idée 1. Il y avait une question là aussi. On regarde l'astuce d'Herman. Sinon, après, on Ouais, je l'ai fait en silence. Moi, je peux raconter des blagues, mais ça forcerait à censurer la vidéo. Donc...
Et bien, du coup, je vais la connecter en mettant un petit connecteur ici. Alors, j'aime bien faire un petit truc comme ça. Hop. Et je vais faire un truc, par exemple, là, qui va simuler le fait que ça passe dessous la feuille. Hop, ça va ressortir ici. Et ça va se raccrocher là à mon ID2. Et si tu, en plus, ajoutes des couleurs qui font que on peut supposer que l'ID1 et l'ID2 sont liés. Hop. Et bien, tu as gagné. J'ai la flemme de faire un peu tout là. On avait une Ouais, question là. j'avais juste plus une remarque. Je me demandais quel lien vous faites avec le graphe, enfin, l'art de rue en général, qui parfois perd en lisibilité par rapport à la calligraphie telle que vous l'avez présentée. À quel moment vous voyez la dérive entre je joue avec les lettres et le moment où j'arrive quasiment plus à lire ce que j'ai essayé d'écrire? Ouais. Il faut pas torturer les lettres au point que ça devienne difficile à lire. De la même façon, je vous encourage à écrire horizontalement tout le temps. Après, il y a quand même des trucs vraiment intéressants dans l'art de rue qui rendent vraiment bien. Donc, il y a vraiment moyen de s'en inspirer. Attention à la lisibilité qui va être importante pour les sketch notes. Et puis, l'autre lien que je fais en scribing, j'utilise des marqueurs qui s'appellent Molotov, qui est une marque de marqueur pour le street art justement, parce que comme ça, je sais qu'une fois que j'ai dessiné, ça bougera plus jamais. Donc j'ai repeint comme ça la moquette d'un palace en renversant un marqueur, c'était marrant. Bref, mais ouais, il y a des bonnes inspirations à prendre. Ouais. Et pour la fin, comment vous faites en visio? C'est avec le feutre, on a un flow sur ordinateur, comment vous faites? Ouais. Vas-y. Non, mais comme tu veux. Ah, je réponds tout le temps. Il y a deux solutions. Tu peux travailler en numérique avec une tablette de marque inconnue, que tu partages l'écran et puis voilà. Auquel cas, par exemple, dans Zoom, c'est plus pratique de connecter la tablette aussi à Zoom. Ça marche aussi bien sur Android que iOS, quoi, hein. On se connecte à Zoom et on partage l'écran de la tablette et on peut y aller. Dans Mural, tu as des outils de dessin qui sont pas mal, donc tu peux connecter ta tablette à Mural et puis dessiner directement dans le mural sur lequel tu fais interagir tes participants. Les deux, moi, enfin, tout marche. N'importe quelle tablette, ça fonctionne. Moi, à la base, j'étais anti-Apple. Je pourrais vous raconter dans une autre conférence pourquoi je suis pro-Apple maintenant, mais c'est un autre débat. Enfin, pourquoi je suis entièrement équipé Apple maintenant, parce que je suis pas pro-Apple. Mais ça marche aussi bien sur Android que sur iOS, sur Windows. Dans Miro, les outils de dessin sont pas géniaux, donc j'arrive pas à faire directement dans Miro avec les outils de dessin de Miro. Mais voilà, enfin, ça marche bien de partager l'écran de sa tablette. Sinon, une caméra comme celle-ci, là, ça coûte 100 balles. Si tu utilises beaucoup de petits schémas et autres, on en trouve beaucoup moins cher, mais je trouve la qualité inférieure. Celle-ci, c'est une... je ne vais pas faire de pub, mais c'est une Zippy... C'est la marque IPEVO, là. Voilà. Qui font des bonnes caméras documentaires. Ils en ont toute une gamme. Ça commence dans les 110, 120 euros et ça termine dans les 300 euros pour les caméras autonomes qui te suivent, etc. Et ouais, l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de zoomer, dézoomer. Enfin, il focus pas n'importe comment. C'est ça. Et le dernier truc, c'est tu fais avec tes feutres et tu envoies un scan ou une photo et c'est super aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous le faites tous les trois, mais Marc, je crois que tu as mentionné que tu faisais des prestations de ce genre en freelance. Alors la réponse sera peut-être un secret, mais ma question c'est combien tu factures une intervention, je sais pas, pour une conférence ou une présentation d'1h30 par exemple? Alors, pré-Covid, 1h30 ou 4 heures, je facturais 600 euros hors taxe. Post-Covid, maintenant je m'adapte un peu plus au temps horaire parce que je t'interviens beaucoup plus en visio, donc j'ai pas de déplacement ou autre. S'il y a du déplacement, ça va être 600 euros hors taxe la demi-journée, donc 1200 euros la journée, avec les frais de déplacement. Voilà, pas de secret. Ça, c'est en province. Les tarifs parisiens sont un peu plus hauts parce que, voilà, c'est pareil. Faut bien qu'on leur fasse payer quand même. S'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez bien mis en avant l'intérêt pour l'ancrage des idées, la réactivation, surtout auprès des personnes qui ont participé à la conférence ou à la réunion ou à l'activité.
est-ce que c'est éligible aussi à partager ce qui s'est fait vers des tiers qui n'ont pas assisté à la discussion? Est-ce que c'est autoporteur et est-ce qu'il faut compléter ou adapter? Alors c'est éligible aussi. En fait, dès le départ, tu vas décider de quel type de prise de notes vers quel type de prise de notes tu vas aller. Si on parle de sketch-notes, ça va être pour soi. On fait sa prise de notes, on a nos propres codes, on saura se rappeler et comprendre très rapidement nos pictos. C'est propre à soi. Si on fait du scribing pour une pièce comme ça, eh bien on va essayer de prendre des pictos qui correspondent un peu plus à la thématique, qui parlent un peu plus à tous ceux qui sont présents. Et enfin, si notre objectif dès le départ est de le publier plus largement, eh bien c'est pareil, dans le choix de nos pictos, dans la manière de faire, on va essayer de prendre des choses plus facilement compréhensibles de tous, du grand public. Donc, selon l'objectif de départ, en fait, ça va orienter notre manière de prendre des notes et la difficulté aussi. Parce que quand c'est pour soi, en fait, on a tous les droits et plus on va le mettre à un public large et plus il va falloir faire des choix pour s'assurer que le message passe bien auprès de tout le monde. Factuellement, sur les réseaux sociaux aussi, si la sketchnote doit être autoporteuse sur les réseaux sociaux, il faut peut-être avoir une approche un peu différente, voire la refaire entièrement post-réunion pour être sûr qu'elle soit autoporteuse, quoi. J'avais une question, vous venez en partie d'y répondre, mais je vois par rapport à moi, quand je fais mes propres notes, c'est un peu comme ça, l'idée 1 elle est à gauche, l'idée droite. Est-ce que vous, quand vous faites des notes pour vous, est-ce que vous les faites différemment de quand vous devez les partager ou les mettre sur les réseaux sociaux ou les partager avec des personnes qui ne sont pas aux réunions? Ou alors est-ce que c'est propre tout le temps? Et je ne sais pas si vous avez compris. Alors déjà, ça c'est des notes à une conférence où je suis passif dans la salle et je fais que noter. Si je suis dans une réunion que je suis en train d'animer, ça va être beaucoup plus... vous voyez, ça peut être beaucoup plus brouillon, quoi. Hein. Faut pas non plus croire que je fais que des super dessins tout le temps. C'est pas le cas, quoi. Ça va beaucoup être du texte pour bien me souvenir de la précision de l'idée, des connexions, etc. Mais c'est pas forcément toujours très très dessiné ce que je suis en train de faire, quoi. Faut pas croire que c'est tout le temps en mode très graphique. Et la suite de la question, c'était est-ce qu'on s'adapte à ce qu'on veut faire ressortir? Non, c'est... Oui, par exemple, les notes de conférence, ça marche très bien sur les réseaux sociaux, puis ça fait toujours plaisir à l'orateur aussi d'avoir une sketchnote. Ça permet à l'orateur de voir quelles sont les idées principales qui sont ressorties de son message. Est-ce qu'il a bien passé ses messages et tout ça? Généralement, ça permet de déclencher une discussion avec l'orateur à travers les réseaux sociaux, ça fonctionne très bien pour ça. Ah oui, moi je suis sur LinkedIn, vous pouvez me trouver facilement. Et Herman et Anne-Laure aussi, vous êtes sur LinkedIn, je crois. Merci beaucoup. Merci beaucoup.